Le médecin urgentiste Patrick Pelloux a été parmi les premiers à arriver sur les lieux de la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015. Là, il a vu les corps des victimes, ses amis de Charlie Hebdo. Il faut préciser que Patrick Pelloux contribuait à l'époque au magazine satirique. 10 mois plus tard, en novembre, l'horreur se répète. Cette nuit du 13 novembre, il a choisi de ne pas se rendre sur les lieux, de diriger plutôt les secours du SAMU à distance. Du 7 janvier 2015 au 13 novembre, une continuité dans la terreur vue par le même homme. C'est pourquoi les politiciens français se sont intéressés à sa réflexion lors d'une commission d'enquête parlementaire sur les attentats. Ce soir, à la veille de notre émission spéciale sur le premier anniversaire des attentats de Paris, le constat troublant, émouvant même, de Patrick Pelloux, un constat dur aussi et même inquiet. Patrick Pelloux, vous dites que la France est un pays en guerre contre Daesh. Ah oui, bien sûr. Contre l'islam radical qui veut détruire tout ce que représente l'humanité. C'est écrit dans leur sourate, c'est utilisé à bon escient par Daesh et par les frères musulmans, par toute cette frange de radicales qui veulent la naissance d'un islam politique dont la finalité est d'appliquer des lois moyenâgeuses comme la charia et de faire oublier toute la naissance du droit, de la justice, de l'humanité que l'on a vu se développer au niveau international comme dans des pays, que ce soit au Canada ou en Europe et en France. C'est ce que vous inquiète. Et de Charlie Hebdo, l'attentat, vous avez perdu vos amis, vous êtes arrivé sur les lieux très rapidement comme médecin d'urgence, jusqu'au Bataclan aussi. Vous avez pris la mesure de cet état de guerre. Si vous regardez à peu près depuis... D'abord, on oublie que la première attaque, c'était l'attaque contre l'école juive aux Aratora en 2012, en mars 2012, à Toulouse. Mohamed Merah. Voilà. Et ces attentats, il ne faut surtout pas les prendre pour des attentats d'amateurs. Ils ont une part de chance, comme dans tout acte de guerre et de violence, mais c'est extrêmement ciblé pour déstabiliser la société française, pour déstabiliser le gouvernement, la politique, la laïcité et les valeurs de notre pays. Et la France n'était pas prête à ça? Aucun pays n'est prêt à ça. Quand vous regardez l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, personne ne pensait qu'un jour il ferait exploser le World Trade Center. C'était impensable. C'est la situation de guerre. Vous savez, je crois que l'humanité, c'est ce qu'a dit François Hollande dans son discours aux Nations Unies au mois de septembre. Le début des années 2000, à travers la planète, tout le monde se disait, bon ben on va vers la paix. La paix est acquise. Il n'y aura plus jamais de guerre. Tous les pays, dont le Canada, ont connu des attentats par les islamistes. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui doit nous mobiliser et mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Et si on regarde la France, est-ce qu'on a commencé à tirer les leçons de ces attentats, notamment du 13 novembre? Oui, bien sûr. Ouais. Les leçons ont été tirées dès les attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher. La manifestation qui a eu lieu 4 jours et qui a rassemblé sur tout le territoire national à peu près 11 millions de nos compatriotes. Jamais il y a eu une telle manifestation en France. Le gouvernement a pris des bonnes décisions. La création de l'état d'urgence, de changer les habitudes de nos concitoyens, de quasiment changer toutes les stratégies d'intervention des groupes de police, des pompiers, des services de secours, des urgentistes, etc. De revoir totalement la fiche de sécurité. Là où c'est beaucoup plus long, c'est revoir qu'est-ce qui fait que des individus qui sont français, qui sont allés dans les écoles de la République, qui étaient élevés dans la notion du droit et de la laïcité, se radicalisent et veulent tuer tout le monde. Est-ce que vous y croyez, vous, à la déradicalisation? Non, je ne crois absolument pas à la déradicalisation. Généralement, ces associations sont très opaques et on peut se poser la question sur la naissance de ces associations pour savoir s'ils ne sont pas en train de créer l'islam politique voulu par les frères musulmans. Le cheval de Troie, quoi. Le cheval de Troie, exactement, le cheval de Troie. Pour moi, c'est exactement ça. Et on ne peut pas faire confiance, notamment en France, où le mentor des assassins de Charlie Hebdo est en train de vouloir
rentré dans une association pour déradicaliser. 3 semaines avant les attentats de Charlie Hebdo, il rencontrait les terroristes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, il ne les a pas déradicalisés. Oui, il les a pas déradicalisés. Hein. La preuve en est, 3 semaines après, il tuait tout le monde à Charlie Hebdo. Hein. Et donc, vous avez vécu les 2 attentats de très près. Vous étiez sur la ligne de feu, littéralement. Oui. Et ça, c'est important pour moi. Ça fait partie de ma reconstruction. C'est-à-dire de pouvoir aider le plus grand nombre. Que mon expérience serve justement à ce qu'on améliore les plans de secours et qu'on soit beaucoup plus réactif. On a fait beaucoup de travail sur ordre du gouvernement. L'ensemble des médecins urgentistes ont été formés au damage control, c'est-à-dire à soigner des plaies par arme de guerre. Tout a changé. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut plus dire, parce qu'ils nous regardent. Parce que ce qu'on va dire, ça va être vérifié, ils vont l'analyser pour savoir comment faire le maximum de victimes en cas de nouvel attentat. Mais vous avez décrit votre service comme un service héroïque. Oui, parce que les médecins sont arrivés au Bataclan, ils sont entrés même avant la fin de l'assaut. Premièrement, on va se dire la vérité, c'est un énorme bordel, parce que ça ne peut pas être autrement. Nous avons tous été formés à la gestion de problèmes civils, des catastrophes, des accidents, des blessés, des malades, mais pas des situations où tout le monde est en train de mourir de plaies par arme de guerre. Mais vu les circonstances, je pense qu'on a été très bon. Mais ça a été effroyable parce que les médecins civils que je suis, et ma génération, on n'était pas prêts à se dire que nous étions dans une situation de guerre. Et là, vous l'avez vécu. On l'a vécu parce qu'on ne peut pas faire autrement. Après, il faut savoir le vivre. Vous voyez, on l'a vécu, mais il faut savoir le vivre. Ça veut dire quoi? Voilà. D'abord, premièrement, il n'y a pas d'oubli. Aucune victime n'oubliera. Personne n'oubliera. Jamais. C'est impossible. Donc, il faut vivre avec. Il faut le vivre, c'est-à-dire se dire, bon, on a vécu quelque chose d'horrible, il faut le débriefer, il faut amoindrir la douleur de ce qu'on a pu voir, l'analyser, et puis essayer de le garder pour certaines circonstances dans votre cerveau sans que ça vous envahisse toute votre vie. Et c'est là où il y a dans votre tête, il y a une véritable guerre en permanence. Vous êtes arrivé sur les lieux de Charlie Hebdo, mais c'est des amis que vous avez vus morts au sol. Oui. Vous êtes allé au Bataclan. Vous êtes entré au Bataclan? Moi, je ne suis pas rentré au Bataclan parce que, en fait, vu ce que j'ai vu à Charlie Hebdo et ce que j'ai fait, j'ai très peur d'être neutralisé par une reviviscence de ce que j'ai vu et qui me neutraliserait. Donc, j'ai peur en étant sur le terrain et en voyant beaucoup de cadavres, d'être paralysé par la peur. Donc, j'ai préféré rester à la coordination de l'ensemble des secours, ce qui n'était pas rien. Nous avons commandé plus de 60 équipes de médecins et de secouristes sur le terrain. Nous avons ouvert plus de 80 blocs opératoires et activé à peu près une vingtaine d'hôpitaux. Le tout en 2 heures. La maire de Paris vous a téléphoné? Oui. Pour savoir où étaient les secours? Bien sûr. Ouais. Et elle avait raison. Ouais. Mais si c'était à nouveau maintenant, et je suis convaincu qu'il risque d'y avoir un nouvel attentat en France, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais ils sont extrêmement sérieux et suffisamment haineux pour continuer, parce qu'ils détestent la France. Et si ça se reproduisait, les plans ont changé, les stratégies ont changé. Est-ce qu'il y a une résilience possible? Est-ce qu'on se reconstruit? Là, c'est une très belle question, parce que la résilience, le peuple de France l'a quasiment tout de suite accepté. En ce sens que, une semaine après les attentats du 13 novembre, les gens sont allés sur les terrasses de café. L'attentat du 13 novembre visait les terrasses de café. Le côté culturel, des quartiers les plus populaires de Paris, où vous avez une vie la nuit, où les gens s'amusent, où s'aiment, c'est la liberté de s'habiller, etc. Ils visaient ça. Et à chaque fois qu'ils font un attentat, vous apercevez que le peuple de France, qui est vaillant et courageux, continue. Et c'est là leur principal échec.
Est-ce que vous croyez que ça aurait pu être évité, tout ça? Non, c'est impossible. Et l'avenir, ils vont frapper encore. C'est impossible. Si on avait écouté... De toute façon, ce genre de question est impossible. Parce que comment éviter ça? Il aurait fallu éviter la guerre en Irak, cette attaque massive après le World Trade Center. Tout ça est extrêmement intriqué. Je pense qu'on est à une étape de cette guerre. Votre 13 novembre à vous, l'année dernière, c'était quoi? Le matin, au SAMU, on travaillait sur un attentat en plusieurs points de Paris. C'est d'un cynisme. Et moi, dans l'unité du service d'urgence de Paris, qu'on appelle le SAMU, j'avais, depuis les attentats de Charlie, j'ai passé mon temps à leur dire, il faut travailler, repréparer, ne les prenez pas pour des imbéciles ou pour des amateurs, ils sont redoutables. Et donc, le matin, on avait fait cet exercice. Et en fait, à 21h25, mon portable a sonné, avec un ami qui me disait, il y a eu un attentat au Stade de France, et on ne sait pas ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne savait pas ce qui se passe. Et quand vous avez des attentats multiples de cet ordre-là, on n'a pas le scénario. On ne sait pas ce qui se passe. Et vous avez affaire à des nazis, à des fascistes, qui tuent tout le monde, n'importe où. Et donc c'était impossible. Après, il y a eu les incertitudes. Quand les rues ont été, la rue Bichat, le petit Cambodge, la Belle Époque, la Bonne Bière, le boulevard Voltaire, tout ça, tous les gens ont été tués, on a cru qu'il y avait d'autres attentats dans Paris. Et il y avait le Bataclan. Et le Bataclan, on nous envoyait des informations, on avait les gens au téléphone. Moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Il y avait des gens qui appelaient le SAMU et qui étaient réfugiés dans les faux plafonds et qui saignaient. Et donc, par téléphone, on leur disait, vous mettez un garrot, vous serrez fort et ne nous appelez pas, mettez votre téléphone en silence. Ne bougez pas, on va venir vous chercher. Ça a été 3 heures épouvantables. Avec le sentiment de sauver des vies, quand même. On a sauvé toutes les personnes blessées qu'on est allé chercher, on les a tous sauvés. Y compris une dame qui avait reçu 9 balles de Kalachnikov. Est-ce qu'on aurait pu en sauver plus à l'intérieur du Bataclan en allant plus vite? Quand on lit les rapports d'autopsie, honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils avaient énormément visé les têtes, les thorax, et une balle de Kalachnikov dans un cœur, c'est atroce. Et un an après, 13 novembre, un an après? La guerre continue et nous sommes sur le front et il n'y a pas un jour où on ne pense pas au nouvel attentat qui risque d'arriver. Merci beaucoup, Patrick Pelloux. Merci à vous, ça me touche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Non.